Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres de l'actualité. Football, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés aux crocodiles du Lesotho depuis le nouveau stade Laurent Pokou de San Pedro à 16h GMT. Ce match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 compte pour la 6e journée. Les équipes ont effectué leur entraînement, les premières images dans un instant. Dans le domaine de la santé, les problématiques de l'employabilité du secteur pharmaceutique ont été abordées hier vendredi au cours de la première édition du Forum des métiers pharma. L'initiative relève d'une structure spécialisée en consulting pharmaceutique et l'objectif est de relever les différents défis qui minent ce secteur. On en parle dans cette édition. Dans l'actualité internationale, la terre a tremblé hier au Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Le dernier bilan des autorités marocaines fait état d'au moins 600 ans de morts et 329 blessés. Un bilan en constante évolution, d'importants dégâts sont signalés. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant, la terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le nombre de victimes est en constante augmentation. D'importants dégâts sont signalés. Le dernier bilan des autorités marocaines fait état d'au moins 632 morts et 329 blessés. Les premières secousses ont été ressenties exactement à 23h15 locales. L'épicentre de ce tremblement de terre se trouve au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech, à 320 km au sud de la capitale Rabat, selon l'Institut géophysique américain. Et justement, en rapport avec cette actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, présente son soutien au peuple frère du Maroc. Il dit, et je cite à travers un télégramme officiel, « À Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, j'ai appris avec une profonde consternation, une vive émotion, la terrible nouvelle du séisme de magnitude 7 qui a frappé la région de Marrakech dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023. Causant la mort de 820 personnes et faisant 672 blessés selon un bilan provisoire. Outre très importants dégâts matériels en cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre majesté, au gouvernement et au peuple frère du Maroc, mes sentiments de sympathie et de profonde compassion. En vous assurant de toute notre solidarité dans cette dure épreuve, je prie votre majesté de bien vouloir transmettre aux familles des victimes mes condoléances les plus émues, de même que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés et de réconfort aux sinistrés. Terre haute et fraternelle considération. Télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous l'avez bien compris, le chiffre est en nette augmentation. 820 personnes décédées et 672 blessés. Et justement, en rapport toujours avec cette actualité, le président français Emmanuel Macron propose l'aide de la France aux autorités marocaines. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a exprimé sa solidarité avec le Maroc et le peuple marocain ami après le terrible tremblement de terre qui a donc touché ce pays. Ici en Côte d'Ivoire, cet après-midi, sur le coup de 16h, heure locale en football, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés aux crocodiles du Lesotho. La Côte d'Ivoire qui donc dispute ce samedi sa dernière rencontre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La rencontre se tiendra au stade à flambant neuf Laurent Pokou de San Pedro. Ce match pour les éliminatoires de la CAN 2023 compte pour la 6e journée. Nos équipes sur place ont pu suivre les entraînements, les séances d'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire prêts à en découdre avec les crocodiles du Lesotho. Rencontre à suivre donc sur le coup de 16h et nous sommes justement en contact, en direct depuis San Pedro avec Cathy Touré de la rédaction sportive de RTI 1 depuis le tout nouveau stade Laurent Pokou qui accueillera donc le match. Cathy Touré, bonjour. Qu'en est-il de l'ambiance avant match du côté de San Pedro, Cathy? Bonjour Herman Guivet, effectivement nous sommes ici au stade de San Pedro et pour l'instant en tout cas tout se passe très bien. Nous sommes à moins de 4 heures de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Lesotho. Et il faut savoir que c'est vrai que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée, mais ce match est un match test avant la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour vous dire en tout cas ici à San Pedro, les populations sont disciplinées, la sécurité est de mise et comme vous le voyez derrière moi, eh bien c'est le rang, la discipline est appliquée ici à San Pedro. Vous n'avez pas de ticket, vous n'avez même pas accès au périmètre. C'est dire que tout est respecté ici avant cette Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, les observateurs et la Confédération africaine de football ont les yeux sur cette rencontre. Rapidement, je vais demander à un ou deux de ceux qui sont là pour savoir. Un vient avec moi, s'il vous plaît.
Vous venez, vous deux, c'est pas grave. Alors c'est juste pour vous demander, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir aujourd'hui à San Pedro les éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, je suis très heureux de rencontrer les éléphants de Côte d'Ivoire parce que je n'ai jamais vu. Et aujourd'hui, bon, je peux dire, vraiment, je suis vraiment content. Je suis très heureux. La CAN serait une réussite en Côte d'Ivoire. Oh, la Côte d'Ivoire va gagner 5-0. Bravo. Voilà, c'est vous dire que les Ivoiriens sont prêts pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais déjà, ce match aujourd'hui, on va voir ce que valent les éléphants de Jean-Louis Gasset. Mais on sait que la Côte d'Ivoire va faire bonne figure ici à San Pedro. Voilà, merci à vous Cathy Touré pour ce point avant-match. Affiche Côte d'Ivoire-Lesotho, on l'a vu, des supporters très enthousiastes à l'idée de voir leur équipe disputer ce match face au Lesotho. Ce match, nous le disions, se déroulera dans le tout nouveau stade de San Pedro, baptisé du nom de Laurent Pokou, ancienne gloire du football ivoirien, baptisé également l'Homme d'Asmara, un stade d'une capacité de 20 000 places, officiellement inauguré par le ministre des Sports, Dan Paulin Claude, au nom de l'État de Côte d'Ivoire. 4 années ont été nécessaires pour sa construction. Il est désormais fonctionnel. Salif Ouattara nous en parle. Par ce geste symbolique, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, accompagné du ministre gouverneur du Bassa-Sandra, Légré Philippe, et de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, ouvre officiellement les portes du stade Laurent Pokou de San Pedro. Accompagné des membres de la famille Ndri Pokou, la délégation a ensuite eu droit à une visite guidée du stade. Les vestiaires, les salles de conférence et annexes, les salons VIP et VVIP, les tribunes et la pelouse. Autant de compartiments visités avec en prime la remise officielle et symbolique de la clé du stade Laurent Pokou. Moment d'émotion, la famille de Laurent Pokou remet son trophée de meilleur buteur de la CAN 70 à l'État de Côte d'Ivoire. En donnant le nom de Laurent Pokou à ce majestueux stade de 20 000 places, construit à l'occasion de la CAN 2023, le gouvernement de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, voudrait rendre un vibrant hommage à tous les sportifs, à toutes ces filles et fils de Côte d'Ivoire, depuis Gabriel Tiako, en passant par Cissé Chek. Grande joie pour les élus et cadres du district du Bassa-Sandra. Nous avons eu la chance, nous, de connaître Laurent Pokou. Nous avons vu ces merveilles à Abidjan et surtout à Rennes. Je pense qu'il mérite ça. San Pedro commune et San Pedro banlieue, nous devons être fiers. Seul l'État nous a construit un stade splendide. C'est un sentiment de fierté, de joie, de considération par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a permis que nous ayons vraiment ce monument chez nous à San Pedro. Comme cadre, on avait quand même plus de 100 cadres qui ont travaillé en permanence sur l'ensemble de ces projets. L'ensemble de tous les ouvriers, que ce soit des carreleurs, des maçons, des électriciens, des peintres, ce sont des entreprises sous-traitantes ivoiriennes avec lesquelles nous avons travaillé. Démarré le 23 février 2019, pour un coût global de 42 milliards, les travaux du stade Laurent Pokou de San Pedro ont duré 4 ans. Plus de 1000 travailleurs ivoiriens et chinois ont travaillé au couronnement de cet édifice de 20 000 places. Reportage de Salif Ouattara, des élus heureux de recevoir ce stade sur leur sol. Et toujours dans l'actualité nationale, eh bien, ce communiqué de la commission électorale indépendante en rapport avec les sénatoriales. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des candidats à l'élection des sénateurs et des électeurs que la liste électorale pour le scrutin du 16 septembre 2023 est disponible. Elle est affichée au siège de la commission électorale indépendante à Abidjan, 2 plateaux, carrefour d'un camp, et peut-être également consulter sur le site de la commission électorale indépendante suivant www.cei.ci. Tout autre chose à présent, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire entre la Côte d'Ivoire et la Jordanie ont été abordées au cours d'une rencontre entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Camara, et le président du Conseil économique et social de la Jordanie, le professeur Moussa Moufati Ayoub Achtiwi. C'était en présence du président du CSEC, Akaawele, Angela Diallo.
Moussa Moufadi Ayoub Chtewi, président du CESEC de la Jordanie, reçu en audience par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara. Le président de l'institution jordanienne témoigne de l'excellence des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Une rencontre fructueuse avec elle. Elle nous a prodigué beaucoup de conseils dans le sens de renforcer nos économies mutuelles. Il s'agit en effet d'organiser un forum économique que nous avons beaucoup apprécié. Nous espérons continuer à travailler dans ce domaine-là afin de renforcer les liens entre Abidjan et Amman. Cette visite de la délégation jordanienne est à mettre à l'actif du président du CESEC, Dr Eugène Akawele. Nous sommes une chambre consultative dont la mission principale est de donner des avis sur les problèmes qui relèvent de ses compétences économiques, sociales, environnementales et culturelles, qui doit être également un creuset d'informations crédibles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons facilité la venue de notre homologue ici. Pour la ministre d'État Kandia Camara, les opportunités offertes en Côte d'Ivoire sont favorables à l'investissement. C'est une visite de courtoisie. Mais nous avons profité de cette occasion pour non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais échanger avec eux sur les opportunités qui s'offrent à la délégation jordanienne et à tous les Jordaniens ici en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous avons parlé de l'environnement, de paix et de sécurité. Nous avons souhaité que les relations qui existent entre nos deux pays puissent se renforcer. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé la mise sur pied d'un groupe de travail devant aboutir à la mise en place d'un forum économique ivoiro-jordanien pour renforcer les relations entre les deux pays. Deuxième titre de ce journal, dans le secteur de la santé, les problématiques de l'employabilité du secteur pharmaceutique ont été abordées hier vendredi au cours de la première édition du Forum des métiers pharmaceutiques. L'initiative relève d'une structure spécialisée en consulting pharmaceutique et l'objectif est de relever les différents défis qui minent ce secteur. Amidi Rassouba, Jean-Marc Djedji. Laboratoires, grossistes, répartiteurs, pharmaciens de tout secteur, tous prennent part à la première édition du Forum des métiers pharma. Les problématiques de l'employabilité du secteur pharmaceutique est la thématique qui a alimenté cette rencontre. Initiative d'une entreprise spécialisée en consulting pharmaceutique. Il s'avère qu'il y a eu beaucoup de problématiques en tant que professionnels de la santé. Nous avons eu des problématiques qui nous sont arrivées et donc on a décidé avec un partenaire de pouvoir réunir tous les acteurs importants du secteur et aussi le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que le ministère de la Santé pour pouvoir réfléchir ensemble aux problématiques de l'employabilité. Enregistrant entre 3 000 et 4 000 pharmaciens et avec un chiffre d'affaires d'environ 500 milliards de francs CFA, l'industrie pharmaceutique reste un domaine pourvoyeur d'emplois qui mérite le renforcement de capacité des acteurs. Avoir des médicaments de qualité relève de compétences dans ce secteur, des personnes, des femmes et des hommes capables de mener ce métier, de conduire ce métier avec toute sa spécificité et tout le savoir-faire. Parce que soigner des personnes, dispenser des médicaments, ce n'est pas quelque chose de purement commercial, c'est aussi un métier, une profession de santé. Généralement, les différents métiers qui sont liés au secteur de la pharmacie doivent pouvoir se mettre à jour en termes de renforcement des capacités parce que nous avons dit que c'est un secteur qui est non seulement pointu, mais c'est un secteur scientifique. L'industrie pharmaceutique, à l'instar des autres secteurs, a un grand défi à relever en rapport avec l'employabilité, la qualité et la disponibilité des ressources humaines. Direction à présent la région de Bouaké où un atelier portant sur le guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques du district autonome de la vallée du Bandama s'est tenu dans la ville de Bouaké en vue de recueillir les contributions et observations des membres de différentes couches sociales de cette ville avant sa mise en œuvre. Partenaire, la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Kader Segodogo. Les rapports provisoires du livre blanc et du guide des atouts et potentialités économiques, culturelles et touristiques, c'est l'objectif de la rencontre entre le district autonome de la vallée du Bandama et les membres des différentes couches sociales à Bouaké. Cette rencontre, sous la supervision de la chaire UNESCO Anticipation, Prospective et Territoire Durable
de l'Université Alassane Ouattara vise à recueillir les contributions et observations des parties prenantes aux documents stratégiques pour le développement du district autonome de la vallée du Bandamba. Jean-Claude Kouassi, ministre-gouverneur du district, explique les enjeux. Il veut doter le district d'un document stratégique de développement. Créé en 2014, le district autonome de la vallée du Bandama couvre les régions de Gbeke et du Hambol. Sa superficie est d'environ 28 530 km² pour une population estimée à 1 964 929 habitants. Le district compte 7 départements, dont 4 pour le Gbeke et 3 pour le Hambol. Les membres de la COPSI, l'amicale des conseillères pédagogiques de Côte d'Ivoire, étaient réunis à Abidjan le 31 août dernier à l'occasion de l'Assemblée générale de l'organisation. Il était question de présenter le bilan de l'organisation après une année d'existence. La COPSI se satisfait des activités menées au titre de l'année 2022-2023. Khalil Diomandé. Les membres de la COPSI, l'amicale des conseillères pédagogiques de Côte d'Ivoire, au grand complet pour l'Assemblée générale. L'occasion de dresser le bilan des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Pour un an d'activité, nous pouvons dire que le bilan est très satisfaisant parce que de 10 à 15 conseillers au début, nous sommes à 200 membres. Le but recherché, c'est de regrouper d'abord les femmes conseillères puisque nous ne sommes pas nombreuses dans le métier de conseillère pédagogique. La COPSI entend consolider ses acquis et veut aller encore plus loin pour cette année scolaire 2023-2024. Les activités de l'amicale seront intensifiées avec un accent particulier sur la formation des conseillères pédagogiques. Nous prévoyons faire une formation sur le pré-apprentissage sur toute l'étendue du territoire. Les femmes conseillères pédagogiques qui sont à la COPSI, elles sont mieux formées. Elles peuvent actualiser leurs connaissances parce que quand elles ont des difficultés sur le terrain, elles reviennent vers nous avec ces difficultés. Nous leur donnons des solutions pour qu'elles soient plus épanouies. Quand on est femme, c'est difficile d'encadrer surtout des hommes. Donc nous donnons des conseils pour être à l'aise sur le terrain. Portée sur les fonds baptismaux en 2022, la COPSI se veut un outil de rassemblement des conseillères pédagogiques afin de créer des conditions d'épanouissement pour elles. L'amicale veut atteindre la barre des 300 membres d'ici la fin de l'année 2023. Et on a fait la fête du côté de la COPSI. Du 7 au 8 décembre prochain, la 4e édition des Awards des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire aura lieu. Annonce faite au cours du lancement officiel de cette 4e édition, appelée encore Weekenda 2023. L'événement se donne pour objectif de promouvoir et de récompenser les meilleurs jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire pour l'année 2023. Abdoulaye Koné. Pour rester dans la droite ligne de son objectif principal, l'édition 2023 de Weekenda Academy va encore récompenser de jeunes talents ivoiriens. Nous veillons à ce travail de promotion des champions nationaux, ce qui fait que ce soit nos gagnants ou que ce soit les profils que nous découvrions lors des sélections, nous travaillons à en assurer la promotion. Seront primés cette année des entrepreneurs au plan national issus de la catégorie principale et ceux de la catégorie sectorielle. Vous vous inscrivez sur le site www.weekenda.com. Nous appelons cette phase la phase de présélection. Et à la fin de cette phase de présélection, nous allons sortir par catégorie les 10 premiers. Et on fait ressortir les 5 premiers parmi les 10, les 5 meilleurs. Le public, tout le monde, sera appelé à voter dans chaque catégorie qui est le meilleur entrepreneur de son choix.
Né d'un désir profond de promouvoir les champions nationaux, de les faire connaître et de récompenser leur mérite, le Wikanda Academy 2023 se tiendra du 7 au 8 décembre prochain à Abidjan. L'année 2023-2024 démarre pour l'enseignement technique. Une réunion académique de rentrée a eu lieu hier vendredi. Le ministre Kofi N'Guessan avait à ses côtés son collègue de l'enseignement supérieur Adama Diawara. Les experts du secteur ont été exhortés à tout donner pour un enseignement de qualité. Issa Chonangio. À l'entame de chaque année scolaire, le ministère de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage organise une rencontre avec les experts académiques de son système. Cette année, la tradition est respectée. Occasion pour les responsables syndicaux de reconnaître les efforts faits pour un enseignement technique et professionnel de qualité. Les organisations syndicales se sont appropriées l'esprit et la lettre de la trêve sociale 2022-2027, signée le lundi 8 août 2022 entre le gouvernement ivoirien et les centrales effectuées syndicales. En plus des acquis dont ont bénéficié l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, il reste encore en suspens l'ouverture effective des discussions sur les revendications sectorielles. Au lycée technique, le ministre Kofi N'Guessan met à profit cette réunion pour parler des réformes de son secteur. Nous visons principalement deux choses. D'abord, accroître les capacités dans le secteur de la formation professionnelle et améliorer l'enseignement et la formation de sorte à attirer le maximum de jeunes dans le sous-secteur, de sorte aussi à former au métier et à satisfaire les besoins des entreprises. Donc, pour l'année qui va commencer, nous allons poursuivre ces efforts de réhabilitation, de construction, mais aussi de renforcement des capacités des enseignants d'abord, des formateurs, et rechercher aussi des partenariats, de faire en sorte qu'il y ait cette mobilité au niveau de notre secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, présent à cette cérémonie de rentrée académique, salue l'énorme travail abattu par son homologue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre système éducatif dans sa globalité se caractérise par quelque chose qui est connu, l'inadéquation formation-emploi au double niveau qualitatif et quantitatif. Et l'une des stratégies mises en place par le gouvernement pour remédier à ce problème systémique, c'est de faire en sorte que notre dispositif d'enseignement technique et de formation professionnelle soit renforcé. Donc aussi bien en termes de quantité d'apprenants, mais également en termes d'offres de formation dans ce sous-secteur. L'année académique 2023-2024 au niveau de l'enseignement technique et professionnel est subdivisée en 2 semestres. Le premier démarre le lundi 11 septembre 2023 pour s'achever le vendredi 12 janvier 2024, quand le second est prévu du lundi 12 février 2024 au vendredi 14 juin 2024. Et puisqu'on parle de rentrée, vous le savez certainement, les élèves reprendront le chemin de l'école à partir du lundi 11 septembre. Dans les librairies, les parents accompagnés de leurs enfants préparent la rentrée des classes. On anticipe parfois sur la liste des fournitures scolaires. Les grandes surfaces se sont mises aux couleurs de la rentrée, une influence qui rompt avec l'ambiance des jours ordinaires, ambiance à différente du côté des librairies informelles appelées encore librairies par terre. Les affaires tournent encore au ralenti malgré la reprise imminente des classes. Khalil Diomandé. C'est une semaine bien chargée pour les employés de cette librairie implantée à Cocody-Saint-Jean. À quelques jours de la reprise des classes, les rayons ne désemplissent pas. Les parents d'élèves affluent pour se procurer livres et cahiers. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la rentrée scolaire. Donc nous sommes venus prendre quelques documents pour nos enfants afin de pouvoir parfaire leur rentrée scolaire. Moi particulièrement, j'ai déjà tout acheté, mais il me reste quelques livres. Donc comme lundi est la rentrée, il fallait que je vienne aujourd'hui pour acheter rapidement ce qui me reste. Quand un enfant tous les livres aussi, il est à l'abri des demandes à ses amis. En cette période de rentrée scolaire, la librairie accueille en moyenne 200 visiteurs par jour. Une affluence record qui n'est pas sans impact sur la rentabilité de l'entreprise. Du fait de l'affluence, il y a des stocks de certaines marchandises qui s'épuisent avant même qu'on ait fini la rentrée, je vais dire. Et puis donc nous sommes amenés à renouveler le stock.
à une dizaine de kilomètres. C'est aussi l'engouement autour des fournitures scolaires dans cette autre librairie à la Riviera Palmeraie. Ces derniers jours, les clients se comptent par centaines. En cette période, nous avons à peu près 600 personnes qui viennent faire des achats par jour. La rentrée scolaire, c'est la vache à lait de la librairie. Après la rentrée scolaire, ça devient calme. Si la période est favorable pour les libraires, certains parents pointent néanmoins du doigt le coût élevé des articles. Les enfants sont privés et puis il faut encore payer les fournitures. Les fournitures sont devenues chères. L'année passée, par rapport à aujourd'hui, les prix sont montés. Ce que nous attendons de nos enfants, qu'ils nous rendent un meilleur résultat à la fin. Ça nous fait plaisir, nous fait oublier la cherté des ouvrages. Maman est venue acheter les fournitures et cela me motive à bien travailler à l'école pour être excellent et rendre mes parents heureux. Plus loin dans la commune d'Adjamé, chez les libraires du secteur informel, les clients se comptent sur le bout des doigts. Un vide qui laisse place à l'ennui. Aboubakar reste toutefois optimiste. Aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas assez d'engouement, mais ça s'explique. Les parents préfèrent attendre d'avoir la liste avant de venir faire les achats. Mais jusqu'à la semaine prochaine, alors tout va rentrer en ordre. Aboubakar a plus d'une raison d'espérer, d'autant plus que certaines personnes voient en ce type de librairie une véritable aubaine contre la cherté des fournitures scolaires. Les librairies informelles sont accessibles et les prix sur les articles sont discutables. Quand tu viens, on peut te dire un prix, mais il peut arranger le prix, peut diminuer. Voilà, vous pouvez vous entendre facilement. Mais les librairies formelles, c'est déjà fixé. On ne peut rien discuter. Tu as l'argent ou tu n'as pas l'article. C'est ce lundi 11 septembre que s'entamera l'année scolaire 2023-2024. Un reportage signé Khalil Diomandé. Madame, Monsieur, dans un monde qui bouge, savoir lire et écrire est une nécessité. Hier vendredi, nous étions le 8 septembre et le 8 septembre de chaque année est consacré à la journée internationale de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres de l'UNESCO, le taux d'analphabétisme avoisine les 52%. Le gouvernement a pris des mesures. 4 directions sont chargées des questions d'alphabétisation au sein du ministère de l'Éducation nationale. Sur le terrain, les initiatives se multiplient. Les collectivités locales, les organisations de la société civile mènent des actions pour faire reculer les frontières de l'analphabétisme. Reportage de Sephora Zeki. Il va nous montrer les syllabes. Dans cette salle de classe, Mamadou, distributeur de marchandises depuis plus de 15 ans. Il a eu une mauvaise expérience du fait de son analphabétisme. Il était loin de s'imaginer qu'il pouvait atteindre ce niveau aujourd'hui. Un jour, je suis allé m'enrouler pour faire mon carte d'identité. Et comme j'ai eu la chance à faire école arabe, dans ma signature, j'avais fait ça en arabe. Et donc, ce n'était pas validé. Vraiment, ça m'a fait beaucoup mal. Mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai écrit en arabe qu'ils n'ont pas validé. Donc, j'ai dit pourquoi moi aussi, je ne vais pas chercher à apprendre la langue française aussi pour pouvoir me défendre. Pascal Couturier est allé à l'aventure en France il y a quelques années. Sur place, il s'est vu refuser un emploi parce qu'il était analphabète. Son orgueil fouetté, il s'inscrit alors au cours d'alphabétisation. On nous dit, chacun n'a qu'à dire ce qu'il sait faire, n'a qu'à écrire sur un bout de papier. Moi, je ne sais pas écrire. Et c'est quand je suis quitté là-bas, ça m'a choqué. Selon la Banque mondiale, en 2022, le taux d'alphabétisation était de 47% en Côte d'Ivoire et les femmes représentent les 2/3. Qui est donc considérée comme analphabète? La directrice de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants donne des précisions. Une personne analphabète, c'est une personne qui ne sait ni lire, ni écrire, ni calculer dans une langue donnée. Le temps, les déplacements, les coûts, la pauvreté, autant d'obstacles qui entraînent beaucoup à jeter l'éponge. Confiant que son parcours peut être source de motivation pour d'autres apprenants, Pascal s'invite dans la sensibilisation à l'alphabétisation. Donc, celui qui ne sait pas lire actuellement, il est comme à peu près un aveugle. En cas, j'encourage les frères et sœurs qui sont dans la même situation. Le taux d'analphabétisme étant encore très élevé, le gouvernement prend des mesures pour accentuer la lutte. Création de 4 directions, dont celle de l'alphabétisation des adultes, des jeunes et des enfants. Et cette direction est en charge
d'alphabétiser les populations peu ou pas scolarisées, de développer toutes les actions de lutte contre l'analphabétisme, de sensibiliser les populations adultes aux droits d'éducation des femmes et des minorités, de proposer des actions visant à la digitalisation des programmes d'alphabétisation. Sur le terrain, elle s'efforce de mener des actions de sensibilisation et d'alphabétisation. Nous venons d'ailleurs d'effectuer une mission de sensibilisation à Bundiali, à Sinematali et à Korogo et à Odieni. Quand nous arrivons sur le terrain, nous rencontrons les chefs coutumiers, les chefs religieux, les autorités administratives, les autorités politiques. Tout cela, nous allons les sensibiliser, leur expliquer le bien fondé vraiment de l'alphabétisation. L'alphabétisation, un chantier qui n'est pas de tout repos. Pour l'accompagner, la direction de l'éducation non formelle, elle appuie la première cité en ramenant à l'école les enfants qui ont quitté par la force des choses le système scolaire ou qui n'ont jamais été scolarisés à travers des classes passerelles. Les missions de la direction de l'éducation non formelle, il y en a 7 que nous pouvons résumer en 3 points, de sorte à assurer le droit à l'éducation des enfants concernés et assurer leur insertion ou leur réinsertion. En 2021, 12 classes passerelles créées qui offrent ainsi 28 semaines de cours aux apprenants. 3 975 élèves inscrits et sur ces 3 975 élèves inscrits, au terme des 28 semaines de formation-apprentissage, 3014 enfants sont proposés à l'intégration. Les deux directions plaident pour une subvention des activités menées par les initiatives privées, l'implication des cadres et des élus locaux dans la lutte contre l'analphabétisme. Les autorités, elles, font le pari ambitieux de réduire le taux d'analphabétisme à 20% d'ici 2025. Un plan d'action concret est déjà élaboré à l'occasion des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Courage au peuple frère du Maroc en ces moments difficiles. Dieu garde la Côte d'Ivoire.